Alors, il n'y a pas longtemps, il y a donc un journaliste qui a fait polémique et qui a parlé de la similitude entre Oradour-sur-Glane et les massacres qu'il y a eu en Algérie. Je me suis dit, du coup, que j'allais vous en parler un petit peu. Il y aura une partie actualité, il y aura une partie aussi historique, hein. Donc restez bien, hein, sur cette vidéo pour comprendre ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane et comprendre, comprendre tout ce qui s'est passé et pourquoi donc Jean-Michel Apathy a dit ce qu'il a dit donc à la radio. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on est à un moment sur RTL dans laquelle l'éditorialiste compare les massacres perpétrés par la France en Algérie pendant donc les 130 ans de colonisation et celui commis par les nazis à Oradour-sur-Glane en 1944 et donc qui a été signalé au régulateur des médias et dénoncé par des personnalités de droite, donc assez connues dans le milieu politique. Donc il y avait un moment, on était en pleine montée de tension entre Paris et Alger. Donc il y a une séquence de journalistes où Jean-Michel Apathy est sur RTL. On est le mardi 25 février et a fait vachement réagir. Lors d'un échange avec le vice-président des Républicains, Florence Portelli, sur le plateau de la matinale, le journaliste a déclaré « Vous savez, en France, chaque année, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane », donc référence au massacre de civils commis par les nazis dans cette ville du Limousin le 10 juin 1944, mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce que vous en avez conscience? Ensuite, donc, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie, on s'est comporté comme des nazis en Algérie, a immédiatement réagi, lui, le co-animateur, hein, donc, qui lui répond ceci, hein, Thomas Soto. Il lui répond ça. Et donc ensuite, Jean-Michel Apathy va dire ensuite, les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis, les nazis sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes, combien d'enfants, combien de villages ont été massacrés? D'accord. Bon, là c'est un peu tendu en fait. Enfin, c'est pas tendu, mais c'est étonnant. C'est-à-dire que euh, Jean-Michel Apathy dit qu'on a fait pire que les nazis avant les nazis, et donc du coup, de quelle période il parle? Est-ce qu'il parle de la période napoléonienne, sous Napoléon III? Est-ce qu'il parle de l'époque sous Louis-Philippe? Est-ce qu'il parle du coup de la Troisième République? C'est pas clair du tout. Et c'est ça qui est un peu dommage. Donc ça aurait été intéressant de préciser. Mais il y a un manque de précision car il y a un manque aussi de connaissances historiques. Donc ensuite, euh, il y a donc Jean-Michel Apathy qui dit « Vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête de l'Algérie par la France. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes de soldats français. » Bon là, ça se précise, c'est intéressant. On a des informations supplémentaires, donc on parle, apparemment, on parlerait du coup du début de la colonisation en 1830. Donc ajoute le journaliste en faisant référence aux enfumages du général Bugeaud lors de la campagne de conquête de l'Algérie de 1845, une méthode utilisée qui constituait du coup à enfermer des populations civiles dans des grottes avant d'y allumer des feux pour les asphyxier. Un fait donc historique déjà relaté par le chroniqueur dans d'autres émissions de télévision où il accusait le général d'avoir inventé les chambres à gaz. Donc il a accusé donc celui-là, donc le général Bugeaud, hein, que je vous présente ici contre, d'avoir inventé les chambres à gaz. Levé de bouclier après ces propos du journaliste, donc on le qualifie d'influenceur algérien en France, en référence à l'un des dossiers qui troublent actuellement les relations franco-algériennes. Il y a donc un détracteur qui dit « Je croyais que Retailleau avait expulsé tous les influenceurs algériens, mais visiblement il y a encore sur RTL. » Et Jean-Michel Apathy va dire « Ah ah, l'humour, je ne savais pas que ça existait, il faut se plonger dans les livres pour comprendre le malheur qu'a parfois répandu le peuple français. Refuser de le faire, c'est s'interdire de connaître l'histoire de son propre pays. » Bon, ceci, c'est un petit peu donc les prémices. Du coup, avant de commencer, donc, on va voir un petit peu qui est le général Bugeaud. Alors, il est né le 15 octobre 1784 à Limoges. Il est issu d'une famille noble du Périgord vert. Fils de Jean-Ambroise Bugeaud et de Françoise de Sutton de Clonard, il embrasse la carrière militaire en 1804 en intégrant les grenadiers à pied de la garde impériale. Il se distingue rapidement et participe aux campagnes napoléoniennes en Prusse et en Pologne, où il est blessé lors de la bataille de Pulstuck
en 1806. Il est ensuite engagé en Espagne, il prend part au siège de Saragosse, Lérida, Tostos et Tarragone. Promu capitaine puis chef de bataillon, il s'illustre notamment lors du combat du col d'Ordal en Catalogne en 1813, où il met en déroute un régiment britannique avec une troupe réduite. Son courage lui vaut d'être nommé colonel du 14e régiment d'infanterie de ligne à son retour en France. Durant les 100 jours, Bugeaud choisit de soutenir Napoléon Ier et participe au combat donc en Savoie sous les ordres de Suchet. Il remporte la bataille de l'Hôpital en juin 1815 contre les troupes autrichiennes, mais la défaite de Waterloo précipite la fin de l'Empire. Après la Seconde Restauration, il est écarté de l'armée et se retire sur ses terres en Dordogne, où il se consacre à l'agriculture et à l'écriture. En 1825, il devient maire de Lannoy, un poste qu'il occupe jusqu'en 1830. Malgré son désir donc de réintégrer l'armée lors de l'intervention française en Espagne en 1823, sa demande est rejetée par le gouvernement. Il est engagé en politique ensuite, il tente sans succès de se faire élire en Dordogne en 1829. Il est connu donc pour ses nombreux messages, ses nombreux faits, et notamment en Espagne, où il dit que l'Espagne a été une véritable débâcle, et où il remarque donc que commence ce que l'on appelle des guerrieros, de la guérilla, de la petite guerre, face à des grandes troupes militaires françaises. Donc par la suite, la France va finir par acquérir donc l'Algérie. Là, à ce moment-là, donc notre Bugeaud, dont on parle depuis tout à l'heure, est nommé gouverneur général de l'Algérie sous la monarchie de Juillet. Il y joue un rôle majeur dans la colonisation et l'arrêt des résistances locales. Il met en place des tactiques militaires brutales qui lui est donc ordonné donc par ses généraux et par ses chefs d'état-major afin de gagner la guerre rapidement. Revenons donc un petit peu donc dans les faits. Donc en 1836, alors que la France fait face à une résistance acharnée menée par l'émir Abdelkader, le général Thomas Robert Bugeaud est envoyé en Algérie le 6 juin et a pour mission de mater cette insurrection. Dès son arrivée, il applique des stratégies militaires implacables et obtient une première victoire à la bataille de Sikak le 6 juillet 1836. On le voit donc, il rétablit donc, comme je vous disais, les techniques militaires qu'il avait appris pour l'Espagne contre les guerrieros pour les rétablir sur le territoire de l'Algérie. Cependant, la situation sur le terrain est plus complexe qu'attendu. La détermination des Algériens force Bugeaud à reconnaître que la conquête absolue du territoire nécessiterait des moyens considérables en hommes et en finances. C'est dans ce contexte qu'il signe le traité de Tafna avec Abdelkader le 30 mai 1837. Ce traité accorde aux Français le contrôle des positions stratégiques, notamment Alger et Oran, tout en laissant l'émir le contrôle donc d'une grande partie de l'Algérie intérieure. À son retour en France, Bugeaud critique la colonisation de l'Algérie, estimant qu'il s'agit d'une possession onéreuse dont la nation serait bien aise d'être débarrassée. Il prône un maintien du territoire sous administration militaire plutôt qu'une colonisation de peuplement. Cette vision influence la politique algérienne jusqu'en 1870. Par la suite, donc, il y a son retour en Algérie en tant que gouverneur général. Alors, tout ce qu'il a dit, en fait, faut quand même l'exprimer, il faut l'expliquer. Il voit l'Algérie comme il a vu ce qui s'est passé donc, en Espagne, avec des guerrieros et des petites guerres contre le grand colonisateur français, qui est équipé donc, d'artillerie, de cavalerie et de grande infanterie. Et donc, les Algériens qui comprennent qu'ils ne font pas le poids à ce moment-là, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la petite guerre. Et à chaque fois qu'il y a moins de militaires, ils repartent pour des razzias et ils repartent pour des révoltes. Malgré donc ses réserves initiales, Bugeaud est nommé gouverneur général de l'Algérie en 1840, alors qu'il ne le voulait pas particulièrement, et ce par le ministre Thiers. Il quitte Toulon pour l'Alger le 19 février 1841 à bord du navire le Phaéton, accompagné de son aide de camp Hénard et de son officier d'ordonnance Louis de Rochemaure. Dès son arrivée, le 22 avril 1841, il adresse une proclamation aux Européens d'Algérie et une autre à l'armée. Il y affirme qu'il s'était opposé donc à une conquête totale en raison des sacrifices humains et financiers qu'elle exigeait,
mais s'engage désormais pleinement à mener cette guerre jusqu'à la soumission complète des Algériens. Bon, il ne va pas refuser non plus de le faire, bien évidemment, sinon finalement il va être destitué, donc il va le faire quand même. Donc, désormais, ensuite, doté de plus de 100 000 soldats, Bugeaud met en place une stratégie de guerre adaptée aux conditions locales et inspirée de son expérience contre les partisans en Espagne. Il révolutionne l'organisation militaire en Algérie, donc tout d'abord il présente des colonnes mobiles, au lieu donc d'unités lourdes et fixes. Il divise l'armée en colonnes légères, rapides et flexibles, capables de traquer les combattants algériens à travers les montagnes du désert. Ça lui rappelle les montagnes arides de l'Espagne en fait. Allègement du matériel aussi. Donc il remplace les chariots par des bêtes de somme, rendant les troupes plus mobiles. L'artillerie est portée sur des mulets pour faciliter les déplacements dans les reliefs accidentés. Et il y a aussi donc ce qu'on va appeler la guerre psychologique et économique. Donc il applique une politique de terre brûlée, détruisant les récoltes, les villages et les ressources alimentaires, d'accord ? Et ceci, c'est pour affamer les résistants et les populations civiles. Sa vision s'est résumée donc dans un ordre donné à ses hommes. Le but n'est pas de courir après les Algériens, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher donc les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de récupérer donc de leurs champs. Aller tous les ans leur brûler leurs récoltes, ou bien à cela donc va s'ajouter ce qu'on va appeler donc des enfumades. Donc c'est une des tactiques qui est employée par Bugeaud et ses officiers. Cette méthode consiste à repousser les populations civiles, puis à y allumer des feux afin d'asphyxier donc les populations. Donc l'enfumade consiste donc à brûler tout un tas de feux sur des zones donc en extérieur ou en intérieur, afin que donc les prisonniers ou les résistants sortent de ces zones-là, tout simplement. Également, il y a aussi des enfumades dans des grottes, dont celle qui est la plus connue est la grotte de Dara en 1844. Bien évidemment, ces pratiques sont parfois contestées, et il y a des débats là-dessus. En 1843, Bugeaud est élevé au rang de maréchal de France et reçoit la Grande Croix de la Légion d'honneur. Il poursuit la guerre en Algérie et obtient l'autorisation d'attaquer le Maroc, accusé d'aider Abdelkader. Le 14 août 1844, il surprend l'armée marocaine à l'Oued-Isli, à la frontière algéro-marocaine. Cette victoire écrasante force le sultan du Maroc à cesser son soutien à la résistance algérienne et à collaborer avec la France. En récompense, Bugeaud est anobli sous le titre de duc d'Isly. Il intensifie ensuite la traque d'Abdelkader, qui lui finit par se rendre en 1847. Outre ses campagnes militaires, Bugeaud voit la conquête de l'Algérie comme une opportunité juste agricole. Il veut que l'armée joue un rôle actif dans la colonisation. L'armée est toute en Afrique, elle seule détruit, elle seule peut édifier, elle seule a conquis le sol, elle seule la fécondera par la culture et pourra, par les grands travaux publics, le préparer à recevoir une nombreuse population civile. Aussi, il met en place les bureaux arabes, chargés d'administrer les populations locales, d'encadrer la colonisation également. Sa devise va devenir la suivante, Hans et Aratro, par l'épée et par la charrue, résume son approche, la guerre et l'agriculture doivent aller de pair. En septembre 1947, un conflit avec le gouvernement de Guizot sur l'expédition de Kabylie conduit à son remplacement par le duc d'Aumale. Guizot commande son départ en disant qu'il pourra ainsi venir jouir de sa gloire en France. Bon, on le voit, le but de cette colonisation, ça se fait comme toutes les guerres, comme il y a eu des guerres avec les Espagnols, comme il y a eu des guerres avec d'autres parties, notamment les guerres napoléoniennes en Italie. Ça ne se fait pas que par le plaisir et la beauté ou la grandeur. La guerre est toujours tragique, et Bugeaud n'échappe pas à cet élément-là. Ce qui, peut se constater, ce qui se remarque, vont être ce qu'on appelle les enfumades, que ce soit en plein air ou dans les maisons ou bien dans les grottes, afin de faire parler et de connaître les revendications des Algériens. Donc c'est surtout cela qui se compare à ce que vont faire les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, Bugeaud
est longtemps célébré en France pour ses succès militaires. Il est honoré dans des chansons de l'armée d'Afrique, comme la casquette du père Bugeaud. Je ne vais pas me mettre à vous la chanter, mais vous pourrez la retrouver. Et une rose est même baptisée en son nom en 1843, la rose Bugeaud. Cependant, avec donc le recul historique, son rôle aujourd'hui est critiqué. Il est vu comme un symbole du colonialisme français et de ses crimes de guerre. Des associations demandent le retrait des statues et des rues portant son nom, en lien avec le mouvement de décolonisation de l'espace public. En somme, donc Thomas Robert Bugeaud est une figure ambivalente et un stratège redoutable, mais aussi un acteur majeur de la répression en Algérie. Son héritage est aujourd'hui revisité sous le prisme des violences colonialisme. Alors ici, il y a plusieurs points. Alors tout d'abord, une des premières étapes, une des premières conclusions, si on peut dire ainsi, c'est qu'il faut faire très attention à ce que disent les journalistes et politologues sur les compréhensions historiques. Que ce soit de droite ou de gauche, il y a bien évidemment donc une mise en valeur au nom de leur idéologie et leur courant de pensée du moment. Les politiques et les journalistes vont prendre les époques qu'ils veulent pour expliquer leurs conclusions qu'ils souhaitent présenter donc à la radio. Ça, c'est une remarque qui se fait tout le temps. Entre historiens, on se le dit, je me permets de vous le dire, mais entre historiens, donc il y a les politiciens qui choisissent finalement quelle période historique va être le plus important pour eux de gauche et de droite. Et de ce fait, donc, l'histoire est totalement modifiée. Et on le voit, il est résumé. Pourquoi il est résumé? Parce que donc, les journalistes et la radio ont un emploi du temps tellement rempli qu'on ne laisse pas, ou très rarement, la possibilité aux gens de s'expliquer longuement sur des faits historiques. De toute façon, les faits historiques n'intéressent, on va dire, que les historiens et les historiophiles, en fait. Puisque on va parler d'un exemple rapidement. Plus l'exemple, comme vous le voyez, est flou, plus la proposition donc, est rapide et le message est choc, on le voit bien. Et du coup, le message historique est fait en grand résumé. Puisqu'en fait, quand il compare à l'Algérie à Oradour-sur-Glane, donc je vais vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Donc ça s'est déroulé le 10 juin 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsque la 2e division SS Das Reich massacre 643 habitants de ce village du Limousin en France. Ce crime de guerre a lieu 4 jours après le débarquement allié en Normandie. À ce moment-là, donc, les soldats allemands dirigés par le Sturmbannführer Adolf Deckmann encerclent le village, rassemblent la population et sous prétexte d'un contrôle d'identité, donc ils les séparent. Ensuite, entre hommes et femmes et enfants, bien évidemment, les hommes sont regroupés dans plusieurs granges et mitraillés avant que les bâtiments ne soient incendiés. Les femmes et enfants sont enfermés dans l'église où les SS déposent une charge explosive. Lorsque certaines tentent de fuir après l'explosion, elles sont abattues à la mitrailleuse. L'église est ensuite incendiée, ne laissant qu'une seule survivante, Marguerite Roufranche. Au total, seulement 6 personnes échappent au massacre en se cachant ou en simulant la mort. Après l'extermination des habitants, des soldats pillent et incendient le village, ne laissent que des ruines. Ce massacre visait à terroriser la population civile et à réprimer la résistance française, bien que les raisons exactes de l'attaque restent controversées. Certains historiens estiment qu'il s'agissait donc d'une vengeance après la capture d'un officier SS par la résistance, bien que cette hypothèse ne soit pas confirmée. Après donc la Seconde Guerre mondiale, Oradour-sur-Glane est conservé en l'état, sur décision du général de Gaulle, en mémoire des victimes et un symbole des atrocités nazies. Un procès a lieu en 1953, mais la plupart des coupables ne sont jamais inquiétés. Aujourd'hui, un centre de la mémoire permet aux visiteurs de comprendre ce drame et de rendre hommage aux victimes. Oradour reste un lieu emblématique des crimes de guerre nazie en France, rappelant les horreurs du conflit et l'importance du devoir de mémoire. Donc en vous rappelant ça, vous comprenez bien que les choses sont différentes. En fait, il y a une guerre de colonisation, dans le cas donc, de Bugeaud, qui est demandée par l'État. Dans l'autre, il y a un cas donc, de tuerie, de masse, contre les attaques des résistants. Donc les choses sont un peu différentes. Mais en fait, comme il y a des points de distinction, il y a des points de comparaison. On le voit clairement. Il y a un opprimeur, un opprimé, dans les deux cas,
Et il y a une histoire tragique aussi dans les deux cas. Mais l'histoire n'est pas du tout la même. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une affaire de colonisation demandée par l'État. Là, les SS sont déjà présents sur le territoire, ont déjà conquis le territoire. Les SS attaquent des résistants. Pour Bugeaud, lui, ce qu'il lui demande, c'est de faire la paix à tout prix. Et donc de récupérer, faire en sorte d'avoir les moyens nécessaires pour récupérer le plus de territoire possible. Bon, encore une fois, toutes ces histoires, comme je vous l'ai dit, faut prendre du recul, faut prendre de la distance, faut bien comprendre ce qui se dit, et bien évidemment, faut comprendre que les politiciens ne parlent très souvent d'histoire que pour exposer leur thèse qui les arrange. Et ce n'est pas parler d'histoire pour vous apprendre des choses sur l'histoire, contrairement à des chaînes YouTube comme Atlas ou d'autres chaînes. Bon, sur ce, je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. On aime, on partage, on commente. Vous pouvez bien évidemment laisser un petit don pour m'aider, cela m'aiderait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité. Salut les amis.